Monsieur le Président, je vais commencer par une actualité de la presse, puisque les dossiers du Canard enchaîné viennent de sortir justement un dossier qui s'appelle « Vie privée, c'est terminé ». Alors évidemment, sur les aspects juridiques, vous n'apprendrez pas grand-chose. En revanche, pour ceux qui ne seraient pas des geeks, c'est très instructif et vous ne regarderez pas vos smartphones avec le même regard après avoir lu ces articles. En effet, la vie privée est menacée également par les sociétés privées et même, on verra du moins si j'ai le temps d'en parler, par des personnes privées, regroupées ou non en associations informelles ou du moins en réseau. Respect de la vie privée et protection des données personnelles. Bon, la vie privée, on a déjà vu ce matin plusieurs fois, on a mentionné l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour de Strasbourg. Donc, je ne vais pas y revenir, je me contenterai surtout des données personnelles et vous dire pourquoi elles sont menacées par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Les personnes privées, pour des motivations lucratives, la plupart du temps, voire idéologiques ou morales, érige la transparence en valeur suprême. Or, cette tyrannie de la transparence est évidemment quelque chose qui est préjudiciable pour les individus. On peut considérer que la transparence est quelque chose de bénéfique lorsque ça s'adresse aux institutions publiques, mais beaucoup moins lorsque l'on veut rendre les gens transparents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement le fichage des individus, la divulgation à des tiers, pour des motifs donc commerciaux, politiques, criminels parfois, d'informations qu'ils ont à bon droit, qui voudraient à bon droit rester confidentielles. Alors ce n'est pas parce qu'ils ont quelque chose à cacher, mais c'est parce qu'ils ne sont pas exhibitionnistes. Alors évidemment, il y a des considérations générationnelles, puisque moi, je fais partie de la génération anti-Facebook, donc où effectivement l'exhibitionnisme n'était pas forcément à la mode. Le législateur au sens large, résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur le droit de l'homme à l'ère numérique, la Convention numéro 108 du Conseil des droits de l'homme, différents règlements et directives de l'Union européenne, et notamment le fameux RGDP, ainsi que les lois nationales. La fameuse loi informatique et liberté a été, encore une fois, modifiée cette année pour justement être en adéquation avec le RGDP. Le juge national ou européen sont intervenus déjà, ce n'est pas une question nouvelle, mais elle prend ces derniers temps une importance particulière. Du fait du développement de l'Internet, bon ça c'est pas très nouveau, surtout des objets connectés, de l'intelligence artificielle qui augmente ce danger d'une tyrannie de la transparence. En effet, il est techniquement possible de savoir à peu près tout d'un individu sans que celui-ci ait consenti à la divulgation de ses données. Ainsi, la vie privée devient obsolète, comme l'a dit Mark Zuckerberg. Aussi, là je ne pense pas que j'aurai le temps d'en parler, mais il faut aussi savoir que ça peut attenter au secret professionnel ou au secret médical auquel certains praticiens sont soumis, du moins lorsqu'ils négligent une certaine hygiène cybernétique qui doit s'imposer. La transparence qui est imposée à l'individu est d'autant plus insidieuse que les données qui sont collectées le sont de façon diffuse, imperceptible, d'apparence anodine et permanente. Il n'y a pas que les smartphones, il n'y a pas que ce que vous rentrez sur Internet, il y a les transactions bancaires, il y a les cartes de fidélité dans tel ou tel magasin, il y a évidemment les caméras de surveillance, mais enfin ça c'est moins des personnes privées, qui font que vous avez toute un amas de données sur les personnes, sur les individus qui sont collectés. Chaque individu peut être identifié ou distingué par le recoupement de nombreuses caractéristiques,
qui ne sont d'ailleurs pas forcément à caractère personnel. Hein. Pour la petite histoire, d'ailleurs, un général américain avait admis devant une audition du Congrès qu'ils arrivaient, par recoupement justement de ce qu'on appelle les métadonnées, donc des données qui ne sont pas des données personnelles, à pouvoir savoir où se trouvait un djihadiste, par exemple, et donc commander le drone qui puisse l'abattre par l'intermédiaire d'un GPS, puisque le GPS, ça sert d'abord à faire la guerre. Je ferme la parenthèse. Donc vous avez des identifiants qui sont généralement répertoriés comme non personnels, mais qui vous permettent de vous identifier. Et c'est tout le problème de l'enjeu de la fouille des données, ou si vous préférez le data mining, ça fait plus chic, c'est-à-dire l'exploitation des mégadonnées, ou big data, là aussi c'est le terme à la mode, qui non seulement va permettre d'identifier quelqu'un, ce qui est déjà un problème, mais aussi, surtout, va faire que des données qui ont été, pour lesquelles la personne a accepté qu'elles puissent être divulguées, vont être traitées pour d'autres objectifs. Par exemple, vous mettez sur un certain nombre d'indications sur votre compte Facebook, par exemple, même dans un groupe fermé, ces données pourront être réutilisées pour des analyses mercatiques, au mieux, voire du fichage policier. Puisque vous avez des liens, évidemment, entre les entreprises de la Silicon Valley et les services de renseignement américains. Mais là, je vais surtout m'intéresser à ce que font les entreprises privées et les problèmes que cela pose. Et donc, comme je le disais, si j'ai le temps, j'évoquerai le cas où vous avez des activistes. Alors, activiste avec un H, hein, c'est la contraction de hacker et de activiste. Activiste, c'est le mot anglais pour dire militant. À des mouvements tels que Balance ton port, MeToo, etc., qui, même pour de nobles causes, font peu de cas de la vie privée, voire de la présomption d'innocence, et voir quelles sont les réponses que le droit peut apporter. Alors, compte tenu du temps, je vais faire quelque chose de très simple. D'abord, les personnes morales, ensuite, donc, les personnes physiques. Les personnes morales, la tyrannie de la transparence exercée d'abord par les entreprises. En effet, la surveillance, comme je le disais, est généralisée, la collecte d'informations est généralisée et la vie privée, l'intimité, la confidentialité tendent à se réduire comme des peaux de chagrin. Et alors, non seulement le créateur de Facebook avait dit que la vie privée était obsolète, mais le père de l'Internet, enfin un des pères de l'Internet, Vinton J. Cerf, avait considéré que la vie privée était une anomalie, devant une audition, là aussi, d'une commission américaine. Dans un ouvrage qui s'appelle L'homme nu, de M. Duguin et Labbé, on note que l'homme est nu parce qu'il est, justement, ses données personnelles lui échappent. La santé, la longévité, la sécurité sont le prétexte officiel à la transparence, puisque, évidemment, cette transparence imposée, c'est, bien entendu, supposé être pour notre bien. C'est pour faire avancer la science. C'est pour nous fournir des services qu'on aimerait avoir. Et alors, il y a deux cas. Vous avez une surveillance et une exploitation des données qui est généraliste par notamment les entreprises de la Silicon Valley. C'est ce que je verrai dans une première sous-partie, une sorte de totalitarisme privatisé exercé par les géants du net. Et dans une deuxième sous-partie, je verrai plutôt des cas plus ponctuels avec certains exemples où vous avez des problèmes de données qui se posent, ou parfois qui ont pu être résolus. Le danger a été illustré notamment récemment par... Alors là, il s'agit de problèmes criminels,
un problème pénal, par la société Cambridge Analytica qui avait dérobé à Facebook un certain nombre, enfin plusieurs millions de données pour pouvoir faire des profilages à fin électorale et influencer les électeurs grâce à un mélange savant d'analyse, de données, de profilage psychologique et de mercatique, enfin marketing si vous préférez. Mais ce mode d'action de Cambridge Analytica est délictueux dans la mesure où cela s'est fait à l'insu à la fois, donc bien entendu des utilisateurs, mais surtout de Facebook notamment. Mais sinon, le principe de lier apprentissage automatique ou machine learning et des algorithmes de plus en plus sophistiqués pour profiler les gens est typiquement ce que font au quotidien Facebook, Amazon, Google, etc. Ou toutes les autres applications supposées gratuites. Vous avez un proverbe Internet qui est que si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. En fait, ce n'est pas gratuit, vous échangez des données personnelles contre la fourniture d'un service. Alors, le législateur, et particulièrement le législateur européen, est intervenu pour lutter contre cette exploitation des données par les géants du net, et d'ailleurs pour aller à contrer une certaine opacité de ces sociétés de la Silicon Valley. Et donc c'est le règlement général pour la protection des données personnelles en droit européen qui est l'arme que brandit donc l'Union européenne et ses États membres contre les entreprises de la Silicon Valley. Alors je ne pense pas avoir le temps de détailler, mais vous avez donc un certain nombre de droits qui sont reconnus à l'internaute et un certain nombre d'obligations correspondantes qui pèsent sur les responsables des traitements, alors notamment droit d'accès, droit à l'oubli, droit de rectification, etc. Le problème, c'est qu'il s'agit de droit européen. Or, comme vous le savez, puisque vous lisez toujours les clauses générales d'utilisation des services informatiques que vous utilisez, la compétence est dans 95% des cas des tribunaux californiens. Donc évidemment, il y a très peu de chances pour qu'ils appliquent le droit européen. En outre, lorsque le droit européen trouve à s'appliquer, notamment le célèbre arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de droit à l'oubli, contre Google Spain, Google accepte de déférencer les articles qu'on demande, dont les internautes demandent le déférencement, sur ces sites européens. En revanche, sur google.com, cela existe toujours. Donc, il y a un problème de territorialité, et il y a un problème surtout de culture juridique. En effet, les données personnelles ne sont pas considérées de même façon selon la rive de l'Atlantique où on se trouve. Pour les Américains, les données personnelles sont une marchandise comme une autre. Si vous avez un terme en anglais qui dit privacy qui plus ou moins correspond à vie privée, ça correspond plutôt moins que plus, hein, ce n'est pas une valeur cardinale. En revanche, vous avez le premier amendement de la Constitution américaine qui établit le freedom of speech, d'ailleurs c'est beaucoup plus large que simplement la liberté d'expression, qui fait que on peut dire tout et dénigrer quelqu'un sur Internet sans problème. C'est pas considéré comme comme quelque chose de répréhensible. C'est couvert par la liberté d'expression, par le freedom of speech. Et donc les données personnelles qui sont le pétrole du XXIe siècle peuvent être vendues,
y compris par exemple les données médicales. Ce qui évidemment pose un certain nombre de problèmes. Alors que bien entendu, pour les Européens, les données personnelles font partie de la personnalité de l'individu et vous avez on essaye de bâtir un droit à l'autodétermination informationnelle qui, pour l'instant, peine à s'imposer outre-Atlantique. Alors, il peut y avoir quand même quelques espoirs dans la mesure où les auditions de Mark Zuckerberg devant le Congrès ont fait prendre conscience à un certain nombre de congressmen and women que finalement le RGDP avait un certain nombre de règles protectrices de la vie privée qu'il serait peut-être bon d'intégrer dans le droit américain. Voilà. Peut-être qu'il y aura des avancées. Mais pour l'instant, vous avez ce problème. Mais cette loi qui vient... ce règlement général pour la protection des données personnelles qui vient d'entrer en vigueur est déjà obsolète. Il est obsolète, pourquoi ? Parce que, justement, comme je l'indiquais, on peut identifier des gens, on peut tracer, profiler des personnes avec des données qui sont non personnelles, grâce notamment avec les mégadonnées, avec le big data. Et ça pose beaucoup de problèmes. On a un droit qui est réactif, qui n'est pas anticipatif. Et donc, on est assez démunis pour protéger contre les exploitations, enfin les violations de la vie privée finalement, qui proviendraient non pas de l'exploitation de données personnelles, mais de données non personnelles par recoupement. Alors tout n'est pas forcément négatif, hein. Vous avez, alors je donnerai juste un cas, c'est dans le cas européen et dans le cas français, par exemple, le fameux compteur Linky ou son collègue Gaspard sont aussi des mouchards, hein, mais là, justement, vous avez un rôle de la CNIL qui est venu encadrer les échanges de données et qui fait que les données d'abord sont anonymées. Gaspard ou Linky ne donne que la consommation du foyer et pas appareil par appareil, et ne la donne que de façon globale, c'est-à-dire sur la journée, non pas à l'heure ou à la demi-heure. Alors, il peut y avoir des cas où vous avez des consommations fines, mais elles ne peuvent être collectées qu'avec l'accord de l'usager. Enfin, sauf cas ponctuel pour maintenance du réseau, hein, mais sinon c'est l'accord de l'usager. Et la transmission des données de consommation détaillées à des entreprises tierces se fait avec l'accord de l'usager. Donc vous avez dans ces cas des aspects où le droit encadre cette dérive technologique qui est finalement liberticide. Mais se pose un véritable problème aussi de l'absence d'un cadre international, de l'absence d'une vision internationale des données personnelles. Et malheureusement, donc, un texte universel n'est pas envisageable, d'autant plus que s'ajoute une autre dichotomie de vision sur la vision de l'Internet, alors cette fois-ci entre, pour faire bref, les pays de l'OCDE et les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui ont deux visions totalement différentes de l'Internet. Le tout est évidemment, enfin, et en conclusion, de rappeler aussi que la première des choses à faire est justement d'avoir une hygiène cybernétique, donc ne pas utiliser un seul mot de passe, mais aussi de savoir quelles sont les choses que vous mettez sur les réseaux sociaux ou plus largement sur Internet, et de ne pas publier tout et n'importe quoi ou des choses qui pourraient vous être préjudiciables, notamment si vous êtes en recherche d'emploi et que vous avez des photos de soirées étudiantes que vous avez postées sur Facebook, ça peut ressortir. Donc, évidemment,
c'est d'abord le citoyen consommateur qui doit faire attention, évidemment, lui. Et bon, alors, il existe des textes qui protègent un peu, mais pas de l'avancée technologique. Alors là, ce n'est pas un problème de transparence en tant que tel, c'est un problème beaucoup plus large, des rapports entre la technique et le droit, mais qui demanderait évidemment un nouveau colloque.